Le vent soufflait différemment à 2400 mètres d'altitude. Jonas Fletcher l'apprit lors de son premier mois de novembre dans la vallée de Wind River, en 1834, lorsque des cristaux de glace se formèrent à l'intérieur des murs de sa cabane et que son seau d'eau gela à 1 mètre de la cheminée. Il avait construit sa cabane comme tous les trappeurs des Rocheuses, des rondins empilés serrés, de la boue tassée entre les interstices, une cheminée en pierre à une extrémité, une construction standard. Tout le monde faisait ainsi. En février, il avait brûlé plus de bois de chauffage que 3 hommes n'en auraient besoin pour tout l'hiver. Ses mains étaient à vif à force de fendre des bûches. Son dos lui faisait mal à force de les transporter, et pourtant, le froid s'infiltrait à travers ses murs comme s'ils étaient faits de papier. Pire encore, lorsque le printemps arriva enfin et que la vallée se réchauffa, cette même cabane se transforma en fournaise. Les épais murs en rondins qui ne pouvaient pas retenir la chaleur en hiver emprisonnaient d'une manière ou d'une autre toute la chaleur estivale, rendant le sommeil impossible et transformant l'intérieur en une véritable étuve. Jonas n'était pas le seul à être confronté à ce problème. Tous les trappeurs, colons et pionniers qui construisaient des cabanes dans les montagnes étaient confrontés à la même réalité brutale. La conception standard des cabanes, qui fonctionnait raisonnablement bien dans les terres et les forêts de l'Est, devenait presque invivable dans les variations extrêmes de température des hautes terres. Les températures pouvaient atteindre 32 degrés en été et descendre jusqu'à 34 degrés en hiver. La même structure devait supporter ces deux extrêmes, et les méthodes de construction traditionnelles échouaient plus souvent qu'elles ne réussissaient. Ce que Jonas découvrit au cours des 3 années suivantes se répandit discrètement dans les communautés montagnardes des Rocheuses, changeant la façon dont les trappeurs et les premiers colons construisaient leurs quartiers d'hiver. Il n'inventa aucune des techniques individuelles. Diverses méthodes existaient depuis des décennies, empruntées à différentes sources, mais Jonas les a combinées d'une manière spécifique qui répondait aux défis uniques de la vie en haute altitude. Le résultat fut une cabane qui restait nettement plus chaude en hiver et plus fraîche en été, utilisant moins de bois de chauffage et offrant un réel confort dans des conditions qui n'en offraient généralement aucun. L'histoire de cette découverte implique un trappeur suédois, une femme chaussonnier, qui trouvait que les hommes blancs construisaient des maisons ridicules et le refus obstiné de Jonas de passer un autre hiver à geler ou un autre été à suffoquer. Il s'agit de comprendre comment la chaleur se déplace réellement dans un bâtiment, de travailler avec les matériaux disponibles dans la nature et de faire la différence entre construire une cabane et construire une maison dans laquelle on peut réellement vivre pendant des années. Jonas Fletcher n'était pas quelqu'un de spécial. Né en Virginie en 1809, il avait travaillé comme apprenti charpentier avant que l'attrait du commerce des fourrures ne l'attire vers l'ouest. Il rejoignit une brigade de trappeurs en route pour les Rocheuses en 1833, faisant partie de cette vague de jeunes hommes à la recherche de peaux de castor avant l'effondrement du commerce. Il avait une certaine expérience de la construction, ce qui était plus que la plupart des trappeurs, mais il connaissait les charpentes en bois et la construction en planches, pas les cabanes en rondins. La première structure qu'il construisit dans la vallée de Wind River reflétait cette inexpérience. Il avait choisi un bon emplacement exposé au sud pour profiter au maximum du soleil hivernal, avec une source d'eau froide à proximité et du bois suffisamment proche pour pouvoir transporter les rondins sans se casser le dos. Les parois de la vallée offraient une certaine protection contre les vents les plus violents. Tous les critères pratiques étaient remplis. Mais lorsqu'il s'agissait de construire la cabane, Jonas commet toutes les erreurs qu'un novice pouvait commettre. Il coupa ses rondins à la fin de l'été, alors que la sève coulait encore. Il ne les a pas fait sécher correctement. Il les a empilés avec leur écorce, car il trouvait que l'enlever représentait un travail supplémentaire. Il a utilisé tous les matériaux à sa disposition pour calfeutrer les interstices, de l'argile provenant de la rive du ruisseau, de la mousse provenant des zones ombragées, et même de l'herbe pour boucher les plus grands espaces. Il a construit sa cheminée sur le mur nord, car c'était là que le sol était le plus plat. Il a construit l'ensemble en 3 semaines, fier de sa rapidité. Cette cabane lui a appris une leçon difficile. Les rondins non séchés ont rétréci en séchant, créant des espaces entre eux qu'aucun calfeutrage ne pouvait combler de manière permanente. L'écorce retenait l'humidité, favorisant la pourriture et offrant un abri aux insectes.
L'argile s'est fissurée lors du premier gel intense, puis s'est effritée. La mousse a séché et est tombée par morceaux. Les espaces comblés avec de l'herbe sont devenus des autoroutes pour les souris, et la cheminée sur le mur nord faisait que la chaleur du feu se dirigeait vers la partie la plus froide de la cabane, tandis que l'espace de vie restait glacial. Mais le pire problème était quelque chose que Jonas ne pouvait pas voir ni comprendre au début. La cabane n'avait pas de masse thermique à l'intérieur de son enveloppe isolée. La cheminée en pierre était adossée au mur extérieur, de sorte que la moitié de sa chaleur se dissipait inutilement vers l'extérieur. Les murs en rondins eux-mêmes évacuaient de la chaleur plus rapidement que la cheminée ne pouvait la remplacer. Lors des nuits les plus froides, Jonas pouvait littéralement voir le givre se former à l'intérieur des murs, malgré le feu qui brûlait dans la cheminée. En été, ces mêmes murs absorbaient la chaleur de la journée et la restituaient toute la nuit, rendant le sommeil impossible. Jonas passa ce premier hiver à brûler 4 cordes de bois par mois, soit 3 fois plus que nécessaire. Il passa l'été à dormir dehors, à même le sol, car la cabane était invivable. Il savait que quelque chose n'allait vraiment pas dans la façon dont il avait construit la maison, mais il ne parvenait pas à comprendre quoi. La réponse commença à se dessiner à l'automne 1835, lorsqu'un trappeur suédois nommé Niels Bergström s'arrêta à la cabane de Jonas alors qu'il traversait la vallée. Niels était dans les montagnes depuis le début des années 1820, l'un des anciens qui avait tout vu et tout survécu. Il regarda la cabane de Jonas avec l'œil exercé de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il voyait. « Tu as froid ici, dit Niels. Ce n'était pas une question. Jonas ne prit pas la peine de le nier. Plus froid que je ne l'ai jamais été. Je ne comprends pas pourquoi. Les rondins sont bien ajustés, pour la plupart. J'ai une bonne cheminée. » Niels fit le tour de la construction, l'étudiant sous différents angles. Il poussa certains rondins, vérifia le calfeutrage, examina la position de la cheminée. Finalement, il secoua la tête. « Ta cabane est mal construite. Tu as fait en sorte que le feu réchauffe le sol à l'extérieur au lieu du sol à l'intérieur. Le froid vit dans tes murs au lieu de rester là où il devrait être, à l'extérieur. » Jonas ne comprenait pas ce que cela signifiait. Niels lui expliqua de manière simple, comme quelqu'un qui avait compris ses principes à force d'expérience. La chaleur, dit-il, se déplaçait de manière spécifique. Elle rayonnait à partir de surfaces chaudes comme un feu ou une pierre chauffée par le soleil. Elle se propageait plus rapidement à travers certains matériaux que d'autres, et elle montait, ce qui expliquait pourquoi le plafond d'une cabane restait plus chaud que le sol. Le problème avec la cabane de Jonas était que tous ces mouvements de chaleur jouaient contre lui. La cheminée rayonnait la moitié de sa chaleur vers le mur extérieur, qui la conduisait directement à l'extérieur. La chaleur ascendante s'échappait par les interstices près de la ligne de toiture que Jonas n'avait pas correctement colmatée. Les murs en rondins, qui semblaient solides, agissaient en fait comme des conducteurs modérés. Ce n'étaient pas de mauvais isolants, mais ils n'étaient pas bons non plus. Et la cabane n'avait pas de masse à l'intérieur pour retenir la chaleur après l'extinction du feu. Dans le vieux pays, disait Neil, nous avons appris il y a longtemps comment rester au chaud. Il faut construire le réservoir de chaleur à l'intérieur de la maison, pas à l'extérieur. La cheminée doit être au centre, ou du moins ne pas toucher les murs extérieurs. La masse de pierre doit être entourée d'air chaud afin de retenir cette chaleur et de la restituer lentement pendant la nuit. Il poursuivit en expliquant que les meilleures cabanes qu'il avait vues dans les Rocheuses avaient été construites par des trappeurs qui avaient appris de leurs erreurs, généralement après avoir souffert pendant plusieurs hivers. Ils plaçaient les cheminées à l'intérieur lorsque c'était possible, ou du moins les construisaient avec une masse importante s'étendant dans l'espace de vie. Ils utilisaient une construction à double paroi dans les zones les plus froides, 2 couches de rondins avec de la terre ou de la mousse tassée entre les deux pour l'isolation. Ils colmatent chaque interstice avec un calfeutrage approprié en utilisant des matériaux qui ne se fissurent pas et ne tombent pas, et ils construisent avec des rondins bien séchés qui ne rétrécissent pas et ne craignent pas de nouveaux interstices. Jonas écoutait attentivement. Il avait déjà commencé à planifier la construction de sa deuxième cabane avant l'arrivée de l'hiver suivant. Tout ce que Niels lui avait dit contredisait les principes traditionnels qu'il avait suivis jusqu'alors. Mais ces principes traditionnels l'avaient laissé gelé et misérable. Il décida d'essayer quelque chose de différent. La deuxième source d'information vint d'une source inattendue.
Ce même automne, une femme chaussonnier nommée Morning Crow traversa la vallée avec son mari, un trappeur canadien-français nommé Baptiste Marot. Ils s'arrêtèrent à la cabane de Jonas pour faire du commerce, et Morning Crow jeta un coup d'œil à son installation et éclata de rire. Les hommes blancs construisent des maisons froides, dit-elle dans un mélange de chaussonnier, de français et d'anglais, qui servait de langue commune pour le commerce dans les montagnes. Vous construisez des murs qui respirent la chaleur comme un vieil homme respire la vie. Jonas en avait assez que les gens lui disent que sa cabane était horrible, mais il était aussi assez intelligent pour écouter les conseils de quelqu'un qui avait survécu aux hivers dans ce pays. Morning Crow expliqua que son peuple ne construisait pas avec des rondins comme le faisaient les trappeurs blancs. Lorsqu'ils construisaient des structures destinées à durer tout l'hiver, ils utilisaient ce qu'elle appelait deux pots, un mur intérieur et un mur extérieur avec de l'air ou un matériau isolant emprisonné entre les deux. Le principe était simple, l'air lui-même était en fait un isolant raisonnable tant qu'il ne bougeait pas. Piégez l'air entre deux barrières et il ne peut plus évacuer la chaleur. Mais si vous n'aviez qu'un seul mur en rondins, l'air des deux côtés était en contact direct avec le bois, ce qui permettait à la chaleur de se transférer en permanence. En ajoutant une deuxième barrière avec de l'air emprisonné entre les deux, vous réduisiez considérablement ce transfert de chaleur. Morning Crow a décrit comment son peuple utilisait de l'écorce, des peaux ou des nattes tissées pour créer des abris à double couche. Elle a expliqué comment ils creusaient des huttes partiellement souterraines dans les régions les plus froides, utilisant la terre elle-même comme isolant. Elle mentionna également un aspect auquel Jonas n'avait pas pensé. Une structure pouvait être conçue pour s'adapter aux saisons, en restant chaude en hiver et fraîche en été, à condition de comprendre le mouvement du soleil et la circulation de l'air. En été, dit-elle, il faut laisser l'air chaud s'échapper. Il faut créer des ouvertures en hauteur, là où l'air chaud s'échappe. Il faut créer de l'ombre du côté ensoleillé. En hiver, il faut fermer les ouvertures en hauteur. Il faut faire en sorte que l'air chaud reste à l'intérieur. Et il fallait conserver la chaleur de la terre sous le plancher, ne pas la laisser s'échapper à l'extérieur. Jonas passa le reste de l'automne et le début de l'hiver à réfléchir à tout ce que Niels et Morning Crow lui avaient dit. Il réfléchit à la manière dont la chaleur se déplaçait, à la manière de piéger l'air, à l'emplacement de la cheminée pour que la chaleur reste à l'intérieur au lieu de s'échapper. Il réfléchit à des murs doubles et aux matériaux appropriés. Et il réfléchit à son expérience en menuiserie qui lui donnait des compétences que la plupart des trappeurs n'avaient pas. En décembre, il avait élaboré un plan pour une nouvelle cabane. Il allait la reconstruire à partir de zéro en utilisant tout ce qu'il avait appris. La construction prendrait la majeure partie de l'été suivant, mais cela en valait la peine pour avoir une structure qui s'adapte au climat montagnard au lieu de le combattre. Jonas commença à couper des bûches à la fin de l'automne 1835, lorsque la sève s'était retirée et que le bois pouvait mieux sécher. Il coupa 2 fois plus de rondins que nécessaire pour une cabane standard, car son projet prévoyait des doubles parois dans les zones critiques. Il laissa les rondins reposer pendant l'hiver, empilés avec des entretoises entre eux pour permettre la circulation de l'air. Au printemps, lorsque la plupart de l'humidité eut quitté le bois, il commença la construction. Le premier changement majeur concernait les fondations et le sol. La cabane d'origine de Jonas reposait directement sur le sol, avec un sol en terre battue. La nouvelle conception intégrait des piliers de fondation en pierre aux angles et au centre, surélevant l'ensemble de la structure d'environ 60 cm au-dessus du sol. Cela créait un vide sanitaire qui servait à plusieurs fins. Il protégeait les rondins du bas de l'humidité du sol et de la pourriture. Il fournissait une couche d'air entre la terre froide et l'espace de vie et permettait à Jonas de stocker des objets qui devaient rester au frais en été, mais à l'abri du gel en hiver. Le sol lui-même était constitué de rondins fendus posés à plat sur d'épaisses poutres de soutien. Cela créait un véritable plancher en bois, beaucoup plus chaud sous les pieds que la terre battue et offrant une meilleure isolation contre le froid. L'espace d'air dans le vide sanitaire, combiné à la masse du plancher en bois, créait un tampon thermique qui maintenait la pièce à vivre nettement plus chaude. Le deuxième changement majeur concernait les murs eux-mêmes. Jonas a construit la structure principale avec de gros rondins soigneusement ajustés. Chacune d'entre elles était écorcée et taillée à plat en haut et en bas, là où elles se rejoignaient. Cela demandait plus de travail que d'utiliser des rondins ronds,
mais cela créait des joints beaucoup plus serrés avec moins d'espace entre eux. Mais il ne s'est pas arrêté là. Pour les murs nord et ouest, les côtés exposés au vent dominant de l'hiver, Jonas a construit un deuxième mur à 60 mm à l'intérieur du mur principal. Ce mur intérieur était constitué de rondins plus petits, également taillés à plat. L'espace de 60 cm entre les murs a été comblé avec un mélange de matériaux. De la mousse séchée au fond, puis une épaisse couche de feuilles sèches et de débris forestiers, puis encore de la mousse, puis une dernière couche d'argile mélangée à de l'herbe. L'idée était de créer plusieurs couches d'air emprisonnées et de matériaux isolants. Les murs est et sud n'ont pas bénéficié du traitement double paroi complet car ils étaient exposés au soleil hivernal et à des conditions météorologiques moins rigoureuses. Mais Jonas a construit ses murs avec beaucoup plus de soin que sa première cabane, en utilisant une recette spécifique qu'il avait mise au point. La couche de base était constituée de petits morceaux de bois fendus, calés étroitement dans les interstices. Par-dessus, il a appliqué un mélange d'argile, de sable et de poils de vache. Il a échangé un sac de poils coupés provenant du ranch d'un colon de la vallée. Les poils renforçaient l'argile, empêchant ainsi les fissures. Le sable ajoutait de la structure et l'argile assurait l'étanchéité. Mais Jonas a ajouté un autre élément à sa recette de calfeutrage, de la chaux. Il avait appris d'un autre trappeur qu'en mélangeant une petite quantité de chaux à l'argile, celle-ci résistait mieux à l'eau et aux fissures. La chaux provoquait une légère réaction chimique qui durcissait le mélange et le rendait plus durable. Jonas ne comprenait pas la chimie, mais il comprenait les résultats. Son calfeutrage, avec son support en bois, et son mélange d'argile, de sable et de cheveux enrichis en chaux, s'est révélé remarquablement durable malgré les variations de température et les intempéries. Le troisième changement majeur concernait la cheminée et le foyer. Au lieu de construire contre le mur extérieur, Jonas a placé sa cheminée à l'intérieur, à environ 1,20 m du mur nord. Il a construit le foyer et l'âtre à partir de pierres soigneusement sélectionnées, des pierres plates pour le sol du foyer et des galets de rivière arrondis pour la structure supérieure, mais l'élément clé était la masse. Jonas a construit une cheminée beaucoup plus grande que ce qui était strictement nécessaire pour le foyer lui-même. La cheminée en pierre était épaisse et large, créant une masse thermique importante à l'intérieur de la cabane. Il a prolongé les bancs en pierre de chaque côté de la cheminée, créant ainsi des places assises qui servaient également de masse thermique supplémentaire. L'ensemble de la structure pesait probablement 4 ou 5 tonnes de pierre, toutes placées à l'intérieur de la cabane, où la chaleur stockée se diffusait dans l'espace de vie. Le principe de conception était simple. Il suffisait d'allumer un feu vif pendant 1 heure ou 2 pour chauffer toutes ces pierres. La pierre absorbait la chaleur, puis la libérait lentement pendant les 8 à 10 heures suivantes. Cela signifiait que Jonas pouvait laisser le feu se réduire en braise, voire s'éteindre complètement, et que la cabane resterait chaude grâce à la chaleur rayonnante de la masse de pierre. Il avait en fait construit une batterie de chaleur qu'il rechargeait périodiquement plutôt que de maintenir un feu constant. La cheminée elle-même comportait une autre caractéristique astucieuse. Jonas l'avait construite avec une légère courbure à environ 1,5 m au-dessus du foyer. Cela créait un piège pour la fumée et la chaleur ascendante, les forçant à interagir avec une plus grande surface de pierre avant de sortir. Il en résultait une meilleure extraction de la chaleur de la fumée et moins d'air chaud s'échappant par la cheminée. Un registre en pierre près du sommet que Jonas pouvait fermer partiellement lorsque le feu était faible empêchait davantage la perte de chaleur tout en permettant à la fumée de s'échapper. Le quatrième élément majeur concernait la ventilation et l'adaptation saisonnière. Jonas a construit de petites ouvertures près de la ligne de toiture sur les murs opposés, à l'est et à l'ouest. En hiver, celles-ci restaient fermées à l'aide de bouchons en bois scellés avec de l'argile. En été, il retirait les bouchons, permettant à l'air chaud de s'échapper naturellement de la cabane. Cela créait un flux d'air qui rendait les températures estivales beaucoup plus supportables. Il a également conçu le toit différemment de la construction standard des cabanes. La plupart des cabanes de trappeurs avaient des toits à faible pente qui évacuaient à peine l'eau. Jonas a construit un toit plus incliné qui servait à plusieurs fins. Il évacuait plus efficacement la neige en hiver, empêchant ainsi l'accumulation de charges dangereuses. L'angle plus prononcé créait plus d'espace entre le plafond et la ligne de toiture,
ajoutant une couche d'air isolante, et lui permettait d'ajouter une couche de gazon sur les bardeaux de bois fendus, créant ainsi une isolation supplémentaire et une masse thermique. Le toit en gazon était une technique que Jonas avait vu utilisée par les colons dans les plaines, qu'il a adaptée à l'environnement montagneux. Il a posé des bardeaux de cèdre fendus comme couche de base, puis a étalé plusieurs centimètres d'argile dessus pour former une barrière contre l'humidité, avant d'ajouter une épaisse couche de bonne terre maintenue en place par des cadres en bois au niveau des avant-toits. De l'herbe et des fleurs sauvages poussaient dans cette terre, leurs racines la liant ensemble. Le résultat était un toit vivant qui isolait parfaitement, absorbait la chaleur estivale avant qu'elle ne pénètre dans la cabane et conservait la chaleur hivernale à l'intérieur. Le cinquième élément concernait les fenêtres et le mur sud. Jonas a construit sa cabane avec la porte principale et 2 fenêtres sur le côté sud, face au soleil d'hiver. Les fenêtres étaient petites, le verre était cher et fragile, mais elles étaient positionnées de manière à laisser entrer un maximum de lumière pendant l'angle bas du soleil en hiver. En été, lorsque le soleil était haut dans le ciel, des auvents en bois au-dessus de ces fenêtres fournissaient de l'ombre, empêchant l'intérieur de surchauffer. À l'intérieur, Jonas a placé une dalle de pierre sous chaque fenêtre. Ces dalles, d'environ 3 cm d'épaisseur et s'étendant sur plusieurs mètres à l'intérieur de la pièce, absorbaient la lumière du soleil hivernal pendant la journée. Réchauffées par le soleil, elles emmagasinaient cette chaleur et la restituaient pendant la soirée et la nuit. Ce chauffage solaire passif, combiné à la masse thermique de la cheminée, permettait à Jonas d'utiliser beaucoup moins de bois de chauffage pour maintenir un confort optimal. La construction de la nouvelle cabane a pris à Jonas la majeure partie de l'été 1836. Les autres trappeurs qui traversaient la vallée observaient ses progrès avec intérêt et scepticisme. Construire avec des murs doubles semblait être un travail inutile. L'imposante cheminée intérieure semblait étrange par rapport à l'emplacement standard des cheminées dans les murs d'extrémité. Le toit en pente suscitait des commentaires particuliers. La plupart des trappeurs pensaient qu'il allait fuir ou s'effondrer. Jonas ignora les sceptiques et continua à travailler. Début septembre, il avait suffisamment avancé la construction pour pouvoir emménager, même s'il passa les semaines suivantes à finaliser les détails et à peaufiner les joints. Le premier véritable test eut lieu en octobre, lorsqu'une vague de froid précoce frappa la vallée, faisant chuter les températures nocturnes en dessous de zéro. Jonas alluma sa cheminée dans l'après-midi, faisant un feu vif qui brûla pendant environ 2 heures. La masse de pierre se réchauffa, diffusant de la chaleur dans toute la cabane. Le soir venu, lorsque le feu s'était réduit en braise, la température intérieure était nettement plus agréable, à tel point que Jonas n'avait pas besoin de son manteau épais, ce qui n'avait jamais été le cas dans son ancienne cabane. Il a laissé le feu s'éteindre complètement vers minuit et s'est couché. À son réveil à l'aube, son souffle formait encore de la buée, mais la cabane était loin d'être aussi froide qu'elle aurait dû l'être. La cheminée en pierre était encore chaude au toucher. Les murs ne présentaient aucune trace de givre à l'intérieur. La température avait certes baissé, mais beaucoup plus progressivement que dans son ancienne maison. Jonas a rallumé le feu et en moins de 30 minutes, la cabane était à nouveau chaude. Le véritable test eut lieu en janvier, lorsque le froid intense s'installa. Les températures chutèrent à moins 30 degrés pendant plusieurs jours consécutifs. Jonas alluma son feu pendant quelques heures chaque après-midi et chaque soir, puis le laissa s'éteindre pendant la nuit. La structure massive en pierre conservait la chaleur toute la nuit. Les doubles murs empêchaient le froid de pénétrer par le nord et l'ouest. Le calfeutrage étanche éliminait les courants d'air et le plancher surélevé empêchait le froid du sol de remonter. Jonas a brûlé moins de la moitié du bois de chauffage qu'il avait utilisé l'hiver précédent, et la cabane est restée nettement plus confortable. Il pouvait travailler à l'intérieur sans gants. Il pouvait dormir sans s'empiler toutes les couvertures qu'il possédait. La différence était si remarquable que les autres trappeurs qui lui rendaient une visite voulaient immédiatement savoir ce qu'il avait fait différemment. La nouvelle se répandit dans la vallée de Wind River et au-delà. D'autres trappeurs commencèrent à intégrer les techniques de Jonas dans leur propre cabane. Certains utilisèrent la construction à double paroi. D'autres se concentrèrent sur le repositionnement de leur cheminée afin de créer une masse thermique intérieure. La plupart commencèrent à utiliser sa recette de calfeutrage, qui s'avéra plus durable que l'approche standard à base d'argile et de mousse.
La combinaison spécifique de techniques variait en fonction des besoins de chacun, des matériaux disponibles et des compétences en construction, mais les principes de base restaient les mêmes. En 1838, plusieurs cabanes de la vallée présentaient des variantes du modèle de Jonas. Un trappeur canadien-français nommé Rémy a construit une structure hybride avec des doubles parois uniquement sur le côté nord, ce qui lui a permis d'économiser du travail tout en bénéficiant d'une isolation importante. Deux frères du Kentucky ont construit leur cheminée en plein centre de leur cabane, créant ainsi une masse de pierre si importante qu'elle restait chaude pendant plus de 24 heures après l'extinction du feu. Un trappeur plus âgé nommé Samuels a ajouté la technique du toit en gazon à sa cabane existante, rapportant que cela faisait une différence notable en termes de confort, tant en été qu'en hiver. Les avantages estivaux de la conception de Jonas sont devenus évidents pendant les mois chauds de 1837. Alors que les autres cabanes se transformaient en fours, la structure de Jonas restait nettement plus fraîche. Le toit en forme de scie absorbait la chaleur avant qu'elle ne puisse pénétrer. Les murs épais, avec leurs couches d'air emprisonnées, empêchaient la chaleur de se propager vers l'intérieur. Les ouvertures de ventilation élevées permettaient à l'air chaud de s'échapper, et la cheminée en pierre, qui n'était plus utilisée pour le chauffage, contribuait en fait à rafraîchir l'espace. La pierre massive restait fraîche pendant les mois d'hiver et absorbait lentement la chaleur estivale, empêchant ainsi les pics de température. Jonas découvrit qu'il pouvait améliorer le rafraîchissement estival en ouvrant sa porte tôt le matin, lorsque l'air extérieur était le plus frais, laissant cet air frais entrer et remplacer l'air intérieur plus chaud. En milieu de matinée, il fermait tout, emprisonnant l'air frais à l'intérieur. La masse thermique des murs et de la cheminée maintenait alors l'intérieur à une température agréable pendant les chaudes après-midi. Le soir, il répétait le processus, purgeant la chaleur accumulée et laissant entrer l'air frais de la nuit. Le contrôle passif du climat fonctionnait remarquablement bien pour une conception créée sans connaissance technique formelle. Jonas avait simplement observé comment la chaleur se déplaçait, appris des personnes qui avaient résolu des problèmes similaires de différentes manières et combiné ces leçons dans une conception fonctionnelle. Le résultat était une cabane qui maintenait des températures intérieures relativement stables malgré les variations extrêmes à l'extérieur. D'autres innovations se sont répandues dans les communautés montagnardes pendant cette période, mais Jonas ne s'en est pas attribué le mérite. Certains trappeurs ont commencé à construire avec des rondins placés verticalement plutôt qu'horizontalement, créant ainsi moins de joints horizontaux où l'eau pouvait s'accumuler. D'autres ont expérimenté différentes conceptions de toit, créant des pentes plus raides ou ajoutant des combles ventilés. Quelques-uns ont construit des abris attenant au nord de leur cabane, créant ainsi des paravents supplémentaires. La cave souterraine est devenue une autre caractéristique courante, bien que Jonas n'en ait pas intégré une dans sa conception originale. Creusées à flanc de collines derrière ou à côté d'une cabane, ces caves maintenaient des températures remarquablement stables, fraîches toute l'année en été pour le stockage des aliments, relativement chaudes en hiver par rapport à l'extérieur. Certains trappeurs creusaient même des caves directement sous leur cabane, accessibles par un trap d'eau, créant ainsi une isolation supplémentaire entre l'espace de vie et le sol gelé. Au début des années 1840, alors que le commerce du castor s'effondrait et que de nombreux trappeurs quittaient les montagnes, les connaissances en matière de construction de cabanes adaptées au climat s'étaient répandues dans toutes les communautés des Rocheuses. Les colons arrivant dans la région trouvaient souvent des cabanes de trappeurs déjà dotées de ces caractéristiques et adoptaient ces techniques pour leur propre construction. Les méthodes spécifiques ont continué à évoluer. Meilleures recettes de calfeutrage, conception améliorée des cheminées, systèmes de ventilation plus sophistiqués, mais les principes de base sont restés les mêmes. Jonas Fletcher est resté dans la vallée de Wind River jusqu'en 1843. Le commerce des fourrures était en déclin, mais il était tombé amoureux des montagnes et de la vallée, où il avait appris à ses dépens à construire des cabanes. Il a finalement épousé une femme chaussonnier, la cousine de Morning Crow, et ils ont élevé 3 enfants dans cette cabane soigneusement construite. Il gagnait sa vie en guidant les colons à travers les cols de montagne grâce aux connaissances acquises pendant ses années de trappeur. La cabane elle-même a tenu debout pendant plus de 40 ans. Elle a survécu à d'innombrables tempêtes hivernales,
à des vagues de chaleur estivale et à l'usure quotidienne. Lorsque Jonas l'a finalement abandonné dans les années 1960 pour se rapprocher de l'un de ses enfants adultes, la structure était toujours solide, les rondins intacts, le calfeutrage en bon état, la cheminée en pierre aussi solide que le jour où il l'avait construite. D'autres colons l'ont utilisé pendant des années, reconnaissant la qualité de sa construction. Les techniques développées et partagées par Jonas n'étaient pas révolutionnaires dans le sens où elles étaient entièrement nouvelles. Construction à double paroi, masse thermique intérieure, calfeutrage approprié, ventilation passive. Toutes ces méthodes existaient sous différentes formes dans diverses traditions de construction. Jonas les a combinées spécifiquement pour les conditions extrêmes de la vie en haute altitude, en adaptant les connaissances issues de la construction en rondins scandinaves, des méthodes de construction indigènes et de la menuiserie pratique. La véritable innovation a été de reconnaître qu'une cabane ne devait pas nécessairement être une simple boîte en rondins. Elle pouvait être conçue pour fonctionner avec les flux de chaleur naturels, pour stocker et libérer la chaleur de manière stratégique, pour s'adapter aux changements saisonniers. Cela nécessitait de comprendre certains principes de base du transfert de chaleur par rayonnement, conduction et convection. Même si Jonas n'a jamais connu ces termes techniques, il les a compris grâce à l'observation et à l'expérience, en apprenant de ses propres erreurs et de celles de personnes qui avaient résolu des problèmes similaires dans d'autres contextes. L'ingénierie thermique moderne finirait par expliquer pourquoi la conception de Jonas fonctionnait si bien. Les doubles murs créaient une isolation grâce à l'air emprisonné et aux multiples couches de matériaux. La masse thermique intérieure agissait comme une batterie thermique, stockant l'énergie lorsqu'elle était abondante et la libérant lorsque cela était nécessaire. Le toit en gazon assurait à la fois l'isolation et la masse thermique, modérant les variations de température. Le plancher surélevé empêchait la perte de chaleur par couplage avec le sol. Le système de ventilation permettait une adaptation saisonnière. Chaque élément avait une fonction thermique spécifique, que Jonas en comprenne ou non les principes physiques. L'impact de ces techniques de construction allait au-delà du confort individuel. Des cabanes mieux isolées nécessitaient moins de bois de chauffage, ce qui réduisait le temps consacré à la coupe et au transport des bûches, une tâche dangereuse et épuisante. Les trappeurs et les colons avaient ainsi plus de temps pour s'occuper du bétail, améliorer leurs terres ou simplement se reposer. La réduction de la consommation de bois de chauffage a également eu un impact moindre sur les forêts locales, qui étaient déjà soumises à une pression due à la surexploitation. Des cabanes plus chaudes et plus confortables ont peut-être également contribué à améliorer la santé. L'exposition constante au froid, comme Jonas l'a vécu lors de son premier hiver, a stressé son corps et augmenté sa vulnérabilité aux maladies respiratoires. Les cabanes qui maintenaient des températures plus stables et plus chaudes ont réduit ce stress. Si la vie à la frontière restait rude et dangereuse, de petites améliorations des conditions de vie quotidiennes pouvaient se traduire par des différences significatives en termes de survie et de qualité de vie. L'aspect social des innovations de Jonas mérite également d'être mentionné. En partageant librement ses techniques avec d'autres trappeurs et colons, il a contribué à une tradition d'entraide et d'échange de connaissances qui caractérisait les communautés montagnardes. Construire une cabane qui fonctionnait correctement faisait la différence entre survivre à l'hiver et mourir de froid. Les gens partageaient leurs connaissances en matière de survie, car la vie de chacun en dépendait. La volonté de Jonas d'expliquer ses méthodes pour aider les autres à comprendre les principes plutôt que de les garder secrets reflétait cette approche communautaire de la vie dans les régions pionnières. Certains des trappeurs qui ont appris de Jonas ont ensuite construit des cabanes dans d'autres régions, diffusant ainsi ses techniques. Un groupe de trappeurs qui a passé l'hiver dans la vallée en 1838 a ensuite construit des cabanes dans le territoire du Montana, en incorporant la conception à double paroi. Au début des années 1840, les colons qui se rendaient dans l'Oregon s'arrêtaient parfois dans la vallée de Wind River et recevaient des conseils de Jonas et d'autres personnes sur la construction de cabanes. Ces connaissances se sont progressivement diffusées grâce au réseau d'informels qui reliaient les communautés montagnardes sur des milliers de kilomètres. Les techniques spécifiques ont également continué à s'adapter aux différents environnements et matériaux. Dans les régions où la pierre était rare, les constructeurs utilisaient des briques d'adobe ou de la terre battue épaisse pour la masse thermique. Lorsque le bois était limité,
Ils utilisaient des rondins plus petits et des couches d'isolation plus épaisses. Dans les régions où le climat était différent, avec des variations de température moins extrêmes ou des précipitations différentes, les conceptions évoluaient en conséquence. Les principes de base restaient les mêmes, mais la mise en œuvre variait en fonction des conditions locales et des ressources disponibles. Jonas lui-même a continué à affiner son approche au fil des ans. À la fin des années 1830, il a ajouté une petite serre attenante au côté sud de sa cabane qu'il utilisait pour prolonger la saison de culture des légumes et fournir un chauffage passif supplémentaire en hiver. Il a testé différents matériaux de calfeutrage pour finalement retenir une recette comprenant de petites quantités de suif pour améliorer la résistance à l'eau. Il a construit une deuxième cheminée en pierre pour cuisiner en été, située à l'extérieur afin d'éviter de chauffer inutilement la cabane par temps chaud. À l'âge de 50 ans, la cabane de Jonas était devenue une sorte de joyau dans la vallée. Les visiteurs faisaient souvent remarquer à quel point elle était confortable par rapport à d'autres constructions. Certains ont essayé de la lui acheter, mais Jonas a toujours refusé. Il avait consacré trop d'efforts à cet endroit et en avait tiré trop d'enseignements pour s'en séparer. La cabane représentait non seulement un abri, mais aussi un concentré de connaissances et d'expériences. Le contexte plus large de la conception des cabanes dans la frontière américaine montre que le travail de Jonas s'inscrivait dans une évolution plus large des pratiques de construction. Tout au long du 19e siècle, les colons et les constructeurs ont progressivement mis au point de meilleures méthodes pour créer des structures confortables et durables dans des environnements difficiles. L'expansion rapide vers l'ouest a obligé les gens à construire constamment dans de nouveaux climats et avec des matériaux inconnus, ce qui les a contraints à s'adapter et à innover. Les variations régionales dans la conception des cabanes reflétaient les différents défis environnementaux. Dans le climat humide du nord-ouest du Pacifique, les constructeurs se sont concentrés sur la prévention des dommages causés par l'humidité en utilisant des toits pentus et des fondations surélevées. Dans le sud-ouest chaud et sec, les murs épais en adobe offraient une masse thermique et une isolation. Dans les grandes plaines, où le bois était rare, les colons construisaient des cabanes en tourbe en utilisant la terre elle-même comme structure et isolation. Chaque région a développé des méthodes adaptées à ces conditions spécifiques. La contribution de Jonas était spécifique aux environnements montagneux de haute altitude, caractérisés par des variations de température extrêmes et de longs hivers froids. Ces techniques répondaient efficacement à ces défis particuliers sans nécessiter de matériaux coûteux ou d'outils sophistiqués. La conception pouvait être réalisée par une seule personne ayant des compétences de base en menuiserie au cours d'un été. Cette accessibilité a permis à ces techniques de se répandre facilement parmi les trappeurs et les colons qui avaient besoin de solutions pratiques et non de constructions élaborées. L'héritage de ces connaissances pratiques en matière de construction s'est transmis de génération en génération. Les enfants qui ont grandi dans des cabanes bien construites ont appris les principes qui sous-tendent la conception. Ils ont appliqué ces connaissances à leurs propres projets de construction, parfois en améliorant ce qu'ils avaient appris, parfois en le simplifiant pour l'adapter à des circonstances différentes. La tradition orale de partage des techniques de construction a permis à ce savoir de rester vivant et adaptable, même en l'absence de documentation écrite. Certains descendants directs de Jonas ont continué à vivre dans la région des Rocheuses pendant des décennies. Ces petits-enfants racontaient des histoires sur la cabane construite par leur grand-père, celle qui restait chaude en hiver sans brûler des montagnes de bois de chauffage, celle avec la grande cheminée en pierre et le toit en gazon. Peu importait qu'ils comprennent parfaitement les principes thermiques en jeu ou qu'ils sachent simplement que leur grand-père l'avait construite intelligemment. Le savoir a perduré sous la forme de structures qui fonctionnaient, de méthodes qui réussissaient et d'histoires qui enseignaient. Le passage de l'ère de la trappe à l'agriculture sédentaire dans les années 1850 et au-delà a apporté de nouvelles approches de la construction, mais bon nombre des leçons tirées de l'époque de la trappe sont restées pertinentes. Les agriculteurs et les éleveurs qui construisaient des maisons permanentes dans les montagnes étaient toujours confrontés à des variations de température extrêmes. Ils avaient toujours besoin de structures qui restaient en chaude en hiver et fraîches en été. Les techniques spécifiques ont évolué. Les scieries ont rendu disponible du bois de construction dimensionnel. Les matériaux manufacturés ont offert de nouvelles options. De meilleurs outils ont permis une construction plus sophistiquée.
Mais les principes fondamentaux consistant à travailler avec le climat, plutôt que de le combattre, sont restés applicables. Les visiteurs modernes des sites historiques voient parfois des cabanes de trappeurs et des habitations de montagnards reconstruites. Ces structures ne parviennent souvent pas à rendre compte de la sophistication des exemples mieux construits. Une simple cabane en rondin, avec une cheminée à une extrémité, donne une impression d'authenticité, mais elle ne représente pas les conceptions évoluées que les montagnards ont réellement construites après avoir appris par expérience ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. La différence entre la cabane d'un trappeur débutant et la structure qu'il avait construite après 5 hivers passés dans les montagnes était spectaculaire. La cabane de Jonas Fletcher, cette structure soigneusement construite dans la vallée de Wind River, est finie par tomber en ruine après avoir été abandonnée dans les années 1860. Les intempéries et le temps ont fait des ravages. Le toit en gazon s'est d'abord effondré, puis la structure en bois exposée a commencé à se détériorer. Au début des années 1900, seule la cheminée en pierre était encore debout, monument à la partie de la structure qui avait été construite pour durer. Même celle-ci a fini par être ensevelie par les mouvements de terrain et la végétation envahissante. Mais les connaissances acquises et partagées par Jonas ont perduré longtemps après la disparition de la structure physique. Les trappeurs, les colons et les montagnards des Rocheuses ont continué à utiliser des techniques qui remontaient en partie aux dures leçons apprises dans cette vallée dans les années 1830. L'attribution spécifique a été perdue. Quelques décennies plus tard, rares étaient ceux qui savaient d'où provenaient certaines méthodes de construction, mais ces méthodes continuaient à fonctionner et c'était tout ce qui comptait. Cette histoire met en évidence un aspect important de l'innovation et du partage des connaissances dans les régions pionnières. Les avancées majeures ne venaient pas toujours de constructeurs professionnels ou d'ingénieurs qualifiés. Parfois, les innovations les plus précieuses venaient de personnes observatrices, disposées à tirer les leçons de leurs erreurs, à écouter diverses sources de connaissances et à expérimenter jusqu'à trouver de meilleures solutions. En combinant les principes suédois de construction en rondin, les connaissances indigènes en matière de construction et la menuiserie pratique, Jonas a créé quelque chose de plus efficace que n'importe quelle tradition prise isolément. Cela montre également comment les défis environnementaux ont imposé l'adaptation. La première cabane de Jonas aurait été adéquate dans de nombreux environnements. Dans les conditions extrêmes de la vallée de Wind River, à 200-400 mètres d'altitude, elle était à peine habitable. Les circonstances particulières exigeaient de meilleures solutions, poussant Jonas à faire preuve de créativité et à combiner différentes approches. Comme c'est souvent le cas, la nécessité a stimulé l'innovation. La leçon fondamentale tirée du travail de Jonas Fletcher, à savoir que les bâtiments peuvent être conçus pour s'adapter au climat plutôt que de simplement y résister, reste d'actualité. Les bâtiments écologiques modernes et la conception des maisons passives suivent des principes similaires. Utiliser la masse thermique pour stocker et libérer la chaleur de manière stratégique. Créer des enveloppes isolées pour empêcher le transfert de chaleur. Concevoir une ventilation naturelle lorsque cela est avantageux. Orienter les structures de manière à tirer parti du chauffage solaire passif. Ces idées ne sont pas nouvelles. Les montagnards des années 1830 comprenaient ces principes, même s'ils les exprimaient différemment des ingénieurs modernes. Jonas est mort en 1881 à l'âge de 72 ans, après avoir vécu beaucoup plus longtemps que la plupart des montagnards de son époque. Il avait vu l'essor et l'effondrement du commerce du castor. Il avait été témoin de la transformation de la nature sauvage des montagnes en territoires colonisés. Il avait vu les chemins de fer traverser des vallées où seuls des sentiers de chasse existaient auparavant. À travers tous ces changements, il se souvenait de ses premiers hivers dans la vallée de Wind River, où il avait appris à la dure comment construire une cabane qui fonctionnait vraiment. Dans ces dernières années, Jonas guidait parfois de jeunes constructeurs qui lui demandaient des conseils sur la construction de cabanes. Il partageait ce qu'il avait appris, expliquant les doubles murs et la masse thermique, le calfeutrage approprié et la ventilation saisonnière. Certains écoutaient attentivement. D'autres acquiesçaient poliment et construisaient ce qui était le plus rapide et le plus facile. Jonas ne s'en inquiétait pas. Il avait appris que les gens devaient avoir suffisamment froid et brûler suffisamment de bois de chauffage supplémentaire avant de faire l'effort de construire correctement. Mais pour ceux qui écoutaient et appliquaient les principes, la récompense était immédiate et durable.
Une cabane qui restait chaude en hiver sans brûler trop de bois de chauffage. Une structure qui restait fraîche en été sans nécessiter une attention constante. Une maison qui s'adaptait à l'environnement plutôt que de le combattre. C'était là la véritable innovation. Comprendre qu'un bâtiment pouvait être plus qu'un simple abri contre les éléments. Il pouvait être un outil permettant de gérer le climat, de créer du confort et de faciliter un peu la survie. Les techniques développées et partagées par Jonas Fletcher représentaient une sagesse accumulée à partir de multiples sources, adaptées à des conditions spécifiques par essai et erreur. Ce n'étaient pas des solutions parfaites. Aucune méthode de construction ne l'est, mais elles étaient nettement meilleures que l'approche standard utilisée par la plupart des trappeurs. Et cette amélioration, multipliée par des dizaines ou des centaines de cabanes au fil des hivers et des étés, représentait une avancée significative dans les conditions de vie à la frontière. La réalité mathématique de cette amélioration était simple, même si Jonas ne l'avait jamais calculée avec précision. Sa première cabane, qui brûlait 4 cordes de bois par mois pendant l'hiver, nécessitait d'environ 24 cordes pour une saison de chauffage de 6 mois, à raison d'une corde par jour de travail acharné pour couper et transporter le bois, ce qui représentait 24 jours de travail dangereux et épuisant. Sa cabane améliorée, qui consommait environ 1,5 cordes par mois, ne nécessitait qu'environ 9 cordes pour la même période, soit 9 jours de travail au lieu de 24. Ces 15 jours supplémentaires pouvaient être consacrés à la chasse, au piégeage, à l'amélioration de la propriété ou simplement au repos. Le rendement énergétique signifiait également moins de déforestation autour de la cabane. Les zones où les trappeurs et les colons se regroupaient montraient souvent un impact important sur les forêts locales, car tout le monde coupait du bois de chauffage. Les cabanes qui utilisaient moins de bois réduisaient légèrement cette pression. Au fil du temps, sur plusieurs cabanes, l'impact cumulé était notable. Les forêts proches des colonies duraient plus longtemps. Les gens n'avaient pas à se déplacer aussi loin pour trouver du bois adéquat. La relation entre l'efficacité des constructions et l'impact environnemental, bien qu'elle ne fût pas discutée en ces termes à l'époque, était réelle. Les autres trappeurs et montagnards qui visitaient la cabane de Jonas voulaient souvent connaître les spécifications exactes. Quelle devait être l'épaisseur de la double paroi? Quelle devait être la masse thermique de la cheminée? Quelles devaient être les proportions du mélange de calfeutrage? Jonas donnait toujours des réponses approximatives, car il avait appris que les spécifications exactes importaient moins que la compréhension des principes. Une double paroi pouvait mesurer 45 cm ou 75 cm, selon les matériaux disponibles et le temps dont on disposait. La masse de la cheminée devait être importante, mais pouvait varier en fonction de la taille de la cabane et de la qualité des pierres disponibles. La recette du calfeutrage pouvait être adaptée en fonction des matériaux réellement disponibles. Cette flexibilité était essentielle pour diffuser ces techniques. Si Jonas avait insisté sur des spécifications exactes nécessitant des matériaux ou des mesures spécifiques, moins de personnes auraient pu adopter ces méthodes. En enseignant la logique sous-jacente, piéger l'air pour l'isolation, stocker la chaleur dans la masse, colmater les interstices pour empêcher les courants d'air, il a permis à d'autres d'adapter les techniques à leur propre situation. Un trappeur dans une autre vallée, avec des matériaux différents, pouvait toujours appliquer les mêmes principes avec succès. Le calendrier de construction était une autre considération pratique. La cabane améliorée de Jonas a pris la majeure partie d'un été à construire, en travaillant seul. C'était un investissement en temps considérable, en particulier pour les trappeurs qui devaient être dehors pour s'occuper de leurs pièges. Certains trappeurs ne pouvaient pas consacrer autant de temps en une seule saison. Ils construisaient leur cabane par étapes. La structure de base le premier été, les améliorations la deuxième année, les perfectionnements la troisième. Cette approche progressive impliquait de vivre dans une cabane loin d'être idéale au départ, mais elle était plus pratique que d'essayer de tout construire parfaitement dès le début. Jonas disait souvent que les améliorations les plus importantes étaient le calfeutrage pour éliminer les courants d'air, le positionnement de la cheminée pour conserver la masse thermique à l'intérieur de l'enveloppe isolée et la création d'un plancher surélevé pour empêcher le froid du sol de remonter. Ces 3 changements à eux seuls faisaient une différence considérable et pouvaient être réalisés relativement rapidement.
Les doubles murs, le toit en pente et d'autres améliorations apportaient des avantages supplémentaires, mais nécessitaient plus de temps et de matériaux. La saisonnalité de la construction avait également son importance. La plupart des trappeurs ne pouvaient construire que pendant l'été relativement court dans les montagnes, de juin à septembre. Ce délai limité impliquait de travailler efficacement et de donner la priorité aux éléments les plus importants. Jonas recommandait de commencer par les fondations et le sol, puis les murs, puis le toit. Il fallait que la structure soit étanche avant l'arrivée de l'hiver. Les améliorations telles que le calfeutrage ou l'ajout d'une couche de gazon sur le toit pouvaient être réalisées l'été suivant si nécessaire. Les outils nécessaires étaient minimes, ce qui a contribué à la diffusion de ces techniques. Une bonne hache, une scie, une tarière pour percer, un couteau à bois pour façonner le bois et une pelle couvraient la plupart des besoins. Il s'agissait d'outils que tout trappeur possédait déjà. Aucun équipement spécialisé ni matériaux coûteux n'était nécessaire. La pierre pour la cheminée provenait des ruisseaux ou des collines voisines. Les rondins provenaient des forêts environnantes. Les matériaux de calfeutrage, l'argile, le sable, la mousse et l'herbe étaient disponibles gratuitement. Même la chaux, l'ingrédient potentiellement difficile à obtenir, pouvait être remplacé par d'autres matériaux si nécessaire. Le partage des connaissances se faisait de manière informelle au sein de la communauté des trappeurs. Les rassemblements annuels où les trappeurs se réunissaient pour échanger des fourrures et se réapprovisionner devenaient des lieux d'échange de techniques de construction, d'histoire et d'actualité. Un trappeur qui avait construit une cabane améliorée décrivait ce qu'il avait fait. Les autres posaient des questions, discutaient des modifications, débattaient des mérites des différentes approches. L'information se diffusait grâce à ce réseau oral, s'adaptant et évoluant au fur et à mesure qu'elle passait d'une personne à l'autre et d'une région à l'autre. Les femmes des communautés montagnardes contribuaient souvent de leurs propres connaissances à la conception des bâtiments, bien que les archives historiques aient rarement documenté leurs contributions. Les femmes amérindiennes comme Morning Crow comprenaient les principes de la gestion thermique grâce à leur propre tradition de construction. Les femmes des colons apportaient leurs connaissances issues de leurs origines orientales ou européennes. Les épouses des trappeurs et des colons avaient souvent des idées pratiques sur ce qui rendait une cabane réellement habitable. L'agencement de la cuisine, les besoins en matière de stockage, les exigences en matière d'éclairage, la ventilation. Ces considérations influençaient les décisions de conception, même si elles n'étaient pas discutées aussi explicitement que les aspects techniques de l'isolation et du chauffage. Les enfants qui grandissaient dans ces cabanes améliorées vivaient une enfance différente de celle des enfants vivant dans des structures mal construites. Ils avaient suffisamment chaud pour dormir confortablement, disposaient d'espace à l'intérieur pour travailler sur des projets pendant les mois d'hiver et vivaient dans une structure qui ne nécessitait pas d'entretien constant. Ces petites améliorations des conditions de vie quotidiennes avaient des effets cumulatifs sur la santé, l'éducation et le bien-être général. Les enfants pouvaient s'exercer à la lecture ou au calcul à l'intérieur pendant l'hiver, au lieu de se blottir sous des couvertures pour essayer de rester au chaud. Cette opportunité éducative, apparemment mineure, représentait une réelle différence dans leur vie future. Au milieu des années 1840, alors que la piste de l'Oregon amenait un nombre croissant de colons à travers les régions montagneuses, certains immigrants s'arrêtaient pour apprendre des trappeurs et des montagnards qui vivaient là depuis des années. Les techniques de construction développées pour les cabanes de trappeurs ont influencé la construction des premières maisons des colons le long de la piste et dans la région de l'Oregon. Ces connaissances se sont propagées vers l'ouest avec les convois de chariots transportés par des personnes qui avaient passé 1 ou 2 hivers dans les montagnes et appris ce qui fonctionnait. Le passage des cabanes de trappeurs individuels aux fermes familiales a entraîné de nouvelles considérations. Les structures plus grandes nécessitaient des approches différentes en matière de chauffage et d'isolation. La multiplicité des pièces exigeait de réfléchir à la façon dont la chaleur se déplaçait à l'intérieur des espaces. Les familles qui s'agrandissaient avaient besoin de plus d'espace, mais étaient confrontées aux mêmes contraintes en matière de bois de chauffage et de matériaux de construction. Les principes de base élaborés par Jonas s'appliquaient toujours, mais ils ont été adaptés à l'échelle et aux nouvelles circonstances. Certains colons ont construit ce qui équivalait à des versions agrandies des cabanes de trappeurs. La même construction à double paroi et la même masse thermique intérieure,
mais avec une superficie plus grande et plusieurs pièces. D'autres ont construit des structures plus conventionnelles, mais ont incorporé des éléments spécifiques tels que des joints améliorés ou des planchers surélevés. Ces techniques ont été intégrées au vocabulaire plus large de la construction frontalière, mélangées à des connaissances provenant d'autres sources et traditions. Les aspects économiques d'une meilleure conception des cabanes sont rarement abordés, mais ils étaient importants. Une cabane qui utilisait 2 fois moins de bois de chauffage représentait une réelle économie en termes de main-d'œuvre. Une structure qui durait plus longtemps sans réparation majeure signifiait moins de temps et de matériaux consacrés à l'entretien. Un espace de vie plus chaud et plus sain pouvait réduire les frais médicaux et les absences au travail pour cause de maladie. Si les pionniers calculaient rarement ces coûts avec précision, ils comprenaient intuitivement qu'une cabane bien construite était un investissement rentable sur plusieurs années. La satisfaction de vivre dans une structure qui fonctionnait bien ne devait pas non plus être négligée. Après des années de lutte contre une cabane froide et pleine de courants d'air, l'expérience de la chaleur et du confort représentait une réelle amélioration de la qualité de vie. Jonas mentionnait dans ses lettres à sa famille restée dans l'Est que sa cabane améliorée ressemblait à un véritable foyer plutôt qu'à un simple abri. Cette différence psychologique, la possibilité de se détendre et de se sentir à l'aise dans son propre espace, avait une valeur qui dépassait la simple survie. Les connaissances techniques représentaient également une forme de richesse qui pouvait être partagée ou échangée. Un trappeur connu pour construire de bonnes cabanes pouvait aider d'autres personnes à construire la leur en échange d'autres biens ou services. Les nouveaux colons dans les montagnes recherchaient des constructeurs expérimentés pour obtenir des conseils. Ces connaissances avaient une valeur sociale, créant des relations et des obligations au sein de la communauté. Jonas a aidé plusieurs jeunes trappeurs à améliorer leur cabane au fil des ans, nouant des amitiés et des alliances qui se sont avérées précieuses dans cet environnement montagneux isolé. L'histoire des innovations de Jonas Fletcher en matière de cabane illustre également comment les connaissances historiques se perdent et se redécouvrent. Au début des années 1900, avec la généralisation des techniques et des matériaux de construction modernes, bon nombre des méthodes spécifiques et développées par les montagnards ont été oubliées. Les générations suivantes intéressées par les constructions historiques ont parfois dû redécouvrir des principes que les trappeurs des années 1830 comprenaient parfaitement. Le cycle de la connaissance, innovation, adoption, utilisation courante, perte éventuelle, redécouverte, s'est déroulé sur plusieurs décennies. Les efforts de reconstruction moderne sur les sites historiques passent parfois à côté de ces subtilités. Une cabane de montagnard construite pour les touristes représente souvent la construction la plus basique, car les constructeurs supposent que c'est celle qu'utilisaient les trappeurs. Les techniques raffinées et évoluées qui rendaient la vie en montagne réellement durable sont négligées. Cela donne une impression trompeuse d'une vie à la frontière plus primitive qu'elle ne l'était en réalité. Les meilleurs bâtisseurs de la frontière étaient des solutionneurs sophistiqués qui ont développé des solutions efficaces à des défis réels. Les connaissances environnementales intégrées dans ces techniques de construction méritent d'être reconnues. Comprendre comment l'air froid s'accumule dans les vallées, comment les régimes de vent affectent les sites de construction, comment l'angle du soleil change avec les saisons, comment l'humidité se déplace à travers les matériaux. Tout cela représentait une observation détaillée des modèles naturels. Les montagnards comme Jonas ont développé ces connaissances grâce à leur expérience directe, apprenant à lire l'environnement et à travailler avec lui plutôt que contre lui. Le contraste entre les deux cabanes de Jonas, la première construite rapidement selon des méthodes standards, la seconde construite avec soin à l'aide de techniques raffinées, démontre l'intérêt d'apprendre de ses échecs. Son premier hiver fut misérable, mais il lui apprit ce qui ne fonctionnait pas. Sa volonté de reconnaître ses erreurs et d'essayer différentes approches lui permet finalement de réussir. Ce schéma se répéta à travers la frontière, les gens apprenant par expérience quelles méthodes de construction fonctionnaient dans leur environnement spécifique. L'héritage de ces innovations en matière de construction s'est prolongé jusqu'au 20e siècle à travers ce que l'on appelle parfois l'architecture vernaculaire, c'est-à-dire des bâtiments conçus et construits par leurs utilisateurs plutôt que par des architectes professionnels. Les éleveurs et les fermiers des montagnes de l'Ouest ont continué à utiliser la construction à double paroi, la masse thermique intérieure et d'autres techniques développées à l'époque du piégeage. Ce savoir-faire a perduré en tant que tradition pratique,
même après que ses origines aient été oubliées. La contribution de Jonas Fletcher a finalement consisté à partager ses connaissances plutôt qu'à garder des secrets. Il aurait pu garder ses techniques de construction pour lui, conservant ainsi un avantage sur les autres trappeurs. Au lieu de cela, il a librement expliqué ce qu'il avait appris, aidant les autres à améliorer leurs propres conditions de vie. Cette générosité reflétait l'éthique coopérative nécessaire à la survie dans l'environnement montagneux hostile. Lorsque les cabanes de chacun fonctionnaient mieux, tout le monde était plus en sécurité et avait plus de chances de survivre à l'hiver. L'histoire ne s'achève pas avec la mort de Jonas en 1881, mais avec l'utilisation continue des principes qu'il a contribué à développer et à diffuser. Les constructeurs modernes intéressés par une conception économe en énergie et adaptée au climat redécouvrent bon nombre de ces techniques. Conception solaire passive, masse thermique, stratégie d'isolation, ventilation naturelle. Ces principes contemporains de construction écologique auraient été parfaitement compréhensibles pour Jonas Fletcher. Il n'aurait peut-être pas utilisé la même terminologie, mais il comprenait les concepts grâce à son expérience directe. Cette idée fondamentale reste précieuse. Les bâtiments doivent être conçus pour s'adapter à leur environnement plutôt que de simplement y résister. Comprendre comment la chaleur se déplace, comment les matériaux se comportent, comment les saisons changent et comment les forces naturelles interagissent. Ces principes permettent de créer des structures plus confortables, plus efficaces et plus durables. Jonas Fletcher a appris ces leçons à ses dépens, en gelant pendant un hiver dans les montagnes rocheuses, dans une cabane mal construite. Sa volonté d'observer, d'expérimenter, d'apprendre des autres et de partager ses découvertes a créé un savoir qui s'est répandu dans les communautés montagnardes et a influencé la construction dans les régions pionnières pendant des générations. C'est là la véritable histoire. Il ne s'agit pas seulement de l'amélioration de la cabane d'un montagnard, mais de l'accumulation et du partage de connaissances qui ont rendu la vie dans les régions pionnières plus vivable. Jonas Fletcher a été l'un des nombreux contributeurs à la recherche de solutions aux problèmes rencontrés par tous ceux qui tentaient de construire des maisons dans les conditions extrêmes des hauts de montagne. Ces techniques spécifiques importaient moins que son approche. Observez attentivement, apprenez de vos erreurs, combinez les connaissances provenant de différentes sources, comprenez les principes sous-jacents plutôt que de simplement suivre des procédures et partagez ce que vous apprenez afin que d'autres puissent en bénéficier. La cabane qui a tout déclenché, cette structure soigneusement construite dans la vallée de Wind River, avec ses doubles murs et sa massive cheminée en pierre, a disparu depuis longtemps. Mais les connaissances qu'elle représentait, la compréhension de la manière de construire des structures qui restent chaudes en hiver et fraîches en été sans consommer trop de combustible, ont survécu. Elles se sont transmises au sein de la communauté des trappeurs, ont influencé les constructions des colons, ont persisté dans les traditions architecturales vernaculaires et ont finalement renoué avec les principes formels de l'architecture et de l'ingénierie. Jonas Fletcher serait probablement surpris d'apprendre que ces techniques de construction seraient encore rappelées et discutées près de 2 siècles plus tard. Il essayait simplement de rester au chaud, de rendre sa vie un peu plus confortable dans un environnement hostile. Mais en résolvant ce problème personnel, il a contribué à un ensemble de connaissances qui a aidé d'innombrables autres personnes confrontées à des défis similaires. C'est la nature même de l'innovation pratique chez les pionniers. Résoudre les problèmes immédiats, partager les solutions et développer collectivement des connaissances qui rendent la survie non seulement possible, mais aussi durable.